Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose de passer à la partie politique internationale avec un premier point sur la situation aux États-Unis, sur la politique de Donald Trump et puis ses conséquences sur le pays. Bah, un truc qui a été rigolo pendant l'été, c'est Donald Trump veut acheter le Groenland. Tout le monde se fout de sa gueule. Manque de peau, c'est lui qui avait raison. Tout simplement parce que Donald Trump veut les grandes routes arctiques. C'est-à-dire que Donald Trump fait de la grande géopolitique. Nous, on devrait avoir un plan pour ce qui se passe là-bas, mais comme on est plus souverain, de toute façon, hein, on ne contrôle même pas ce qui se passe à Dunkerque, donc qu'est-ce que vous voulez qu'on aille contrôler Groenland? Alors, je comprends des grands génies, je pense à un homme dont la vie et la carrière me touchent énormément, dont je connaissais la figure, mais dont je ne connaissais pas l'œuvre jusqu'à une date récente, en tout cas pas intimement, qui est Jean Mallory, qui lui est un avocat des autochtones du Groenland, que lui dise « Yankee go home », je le comprends tout à fait. Ça, c'est tout à fait normal. Parce que vu ce que les Américains sont doués, je rappelle qu'il y a des peuples premiers en Alaska qui sont en train d'être liquidés. On ne les liquide pas physiquement, hein. On laisse le chômage et l'alcool, vieille méthode. Hein. Le jeu et l'eau de feu, hein, ça a déjà fait ses preuves. Le Coca-Cola. Pas pour les Amérindiens, mais par contre pour les Inuits, c'est en train de faire, ce ne sont pas des Inuits, c'est pour les peuples d'Alaska, c'est en train de faire des ravages, l'obésité, la malbouffe, etc. On va ratiboiser le problème, hein, et comme ça on va pouvoir prendre ce qu'il y a sous la terre, parce que c'est surtout ça qui les intéresse. Donc je comprends tout à fait que des gens comme Jean Mallory lui disent Yankee go home, parce que il sait très bien comment ça va se terminer. Mais qu'on se foute de la gueule de Donald Trump alors qu'il essayait de faire un coup politique qui, je le pense, est un coup de haute volée, ça prouve juste qu'on a désappris à faire la politique. C'est tout. Ensuite, bon, les démocrates continuent donc leur primaire. Alors maintenant, ils sont quand même très inquiets parce que Biden yoyote quand même beaucoup de la touffe. Plus que Sanders, c'est pour dire le problème, parce que il a pas encore trop yoyoté, hein, les comptes de la crypte, mais bon, quand même, la seule chose qu'en frontal face à Trump, ça va être un massacre. Après, il y a le cas Warren. Elle l'a bien dit, elle touchera pas à la politique protectionniste de Trump. Hein. Bon, elle rajoute un vernis Al Gore écolo, mais ça, là, les démocrates vont devoir évoluer par rapport à la réunion des grands banquiers centraux qui a eu lieu il y a maintenant quelques jours. Hein, nous enregistrons ça, nous sommes le 1er septembre, je crois. Le 31. Non, nous sommes le 31 août. La réunion des banquiers centraux, alors vous avez vu cette déclaration du directeur de la Banque centrale d'Angleterre qui dit nous devons nous passer du dollar, mais pour faire une sorte de super dollar, c'est-à-dire une monnaie virtuelle occidentale. Et on va faire l'hélicoptère monnaie. Alors l'hélicoptère monnaie, ne croyez pas, parce que beaucoup de gens disent super, la Banque centrale va nous filer du fric pour Tata Ginette et Tonton Giton. Ça va être plus compliqué que ça, c'est-à-dire que vous allez passer vous aussi sous contrôle des banques centrales et des banques qui sont les actionnaires des banques centrales, c'est-à-dire des grandes banques privées. Et là, on entre dans un monde totalement Potemkin. C'est-à-dire que là, on est dans le soviétisme inversé. Alors que ça ne sauvera rien du tout. Cette montagne de dette ne doit pas être élargie, elle doit être annulée. On doit revenir à l'économie productive, c'est-à-dire, c'est pas l'économie idiote ah non, nous jamais on injectera de la monnaie. Si, il faut injecter de la monnaie pour faire quelque chose. Faut pas injecter de la monnaie pour sauver les banques. Hein, et le pire, c'est d'oser appeler ça du keynésianisme. Keynes est le grand économiste de la frontière. Le keynésianisme est un système d'économie fermé. Alors laissez Keynes là où il est. Ce n'est pas du keynésianisme, c'est juste... C'est juste... Charles Gave a une très belle phrase là-dessus. On a donné les clés de la cave à un sommelier alcoolique. C'est très vrai. C'est-à-dire que on a fait du capitalisme de connivence, c'est-à-dire des gens qui sont en train de traire les banques centrales. Point. Et là, on va les autoriser à vous traire, vous, en plus. Ce qui ne fera, comme à chaque fois, que reculer le Titanic de l'iceberg en augmentant sa vitesse et en ne changeant pas sa direction. C'est-à-dire, ça va démultiplier la force d'impact.
Et ça, malheureusement, toute une partie du camp démocrate est en train de se positionner là-dessus. C'est en partie le problème, je le reconnais, de la nouvelle théorie monétaire, mais la nouvelle théorie monétaire n'est pas que ça. C'est aussi un instrument dont nous pouvons nous servir en cas d'urgence. Nous rendrons public au cours du mois de septembre la conférence hommage que j'avais fait sur ce sujet, pour un jeune homme qui était l'un des découvreurs de cette théorie monétaire en France, qui était un des miens, qui était Jean-Baptiste Bersac. Je ne saurais trop vous renvoyer au livre, au livre Devise si vous arrivez à le trouver, et surtout à Frapper Monnaie, qui est le blog de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste étant décédé, lui toujours en place. Donc, le camp démocrate va devoir se positionner au cours des mois à venir sur s'ils font le truc, Trump n'aime pas les minorités, il n'aime pas les immigrés, ils sont cuits. Ils sont cuits parce que par la politique de Donald Trump, qui n'a pas, c'est vrai, sauvé les classes moyennes, la classe moyenne a quasiment disparu des États-Unis, c'est Ronald Reagan qui l'a tué. Donc vous croyez que Donald Trump en 4 ans va pouvoir inverser? Il faudrait 20 ans pour remettre les États-Unis à flot. Mais il a commencé par sa politique protectionniste à réindustrialiser le pays et donc à créer des emplois peu qualifiés. Résultat, il s'est fait un courant de sympathie chez les latinos et les noirs qui ne vont pas aller comme un seul homme voter contre lui parce que les classiques démocrates, je rappelle que les Obama sont en train de subventionner un film sur la condition ouvrière, comme quoi, comme dirait l'autre, j'irai cracher sur nos tombes. Et comment dire, le Parti démocrate, s'il joue le jeu des minorités, n'a plus que les LGBT hystéros et les immigrés. Ça va faire peu de monde. Parce que Trump a plutôt augmenté de sympathie chez les latinos et chez les noirs, qui, je le rappelle, sont en plus des publics qui votent peu. Et les rednecks, c'est leur président. Alors ne jouons pas avec la paix civile, parce que si jamais il y avait quelque chose qui empêchait Donald Trump de se présenter, ou qui pire faisait invalider inconstitutionnellement son élection, sa réélection, je rappelle que les États-Unis sont un pays où il y a 300 millions d'habitants et 400 millions d'armes à feu, légales. On est à peu près dans un rapport de 100 millions de plus. Donc ne jouons pas avec la paix civile aux États-Unis, ce serait suicidaire. Donald Trump, pour l'instant, a plutôt... il n'y a pas de catastrophe majeure, et surtout, Donald Trump, quoi qu'on en pense, est le premier président américain à ne pas s'engager dans une guerre majeure depuis Eisenhower. C'est un fait. C'est-à-dire qu'il a ramené les boys à la maison, qu'il les a sauvés. Il a sauvé les États-Unis de guerres idiotes que Hillary Clinton aurait fait. Ça, c'est à mettre à son crédit, quoi qu'on pense de lui. Ensuite, si les démocrates ont une véritable pensée alternative qui prenne en compte l'intérêt de l'Amérique, ils deviendront redoutables et Donald Trump pourrait perdre. Par contre, s'il reste dans un moule, disons, clintonien ou post-clintonien, ça, c'est très mal engagé pour eux. Très bien. On vous demande ensuite de faire un petit point sur l'affaire Epstein. Monsieur Epstein s'est pendu dans sa cellule, qui était une cellule aménagée pour la prévention du suicide. Encore heureux. Je ne dis rien. Je pense que monsieur Epstein nous a fait une Petruccelli. Vous connaissez cette fameuse légende corse de monsieur Petruccelli qui s'était endormi à côté de sa tronçonneuse. Et celle-ci, lui s'était endormi, elle s'était réveillée pendant la nuit, et le choc des deux a fait que a pu monsieur Petruccelli. Et, bien sûr, la police a conclu un accident, mais n'a pas totalement écarté la thèse du suicide avec les années. Mais néanmoins, voilà, c'est une Petruccelli, monsieur Epstein nous a fait une Petruccelli. A priori, ce serait ses gardes qui auraient tout maquillé, parce qu'il s'était mis à pioncer. Bon, pourquoi pas. Il est vrai que c'était pas le détenu le plus sensible de tout le système carcéral des États-Unis à l'instant T. Je pense que la mort de M. Epstein fait plaisir à beaucoup de gens, parce que les morts ont toujours tort et au moins ils parlent peu.
Toutefois, je rappelle que le trust auquel il a donné son argent 2 jours avant de mourir a envoyé son homme de main pour visiter son appartement parisien. Ça, c'est le Nouvel Observateur, hein, c'est pas Pendant le Derrière ou conspi.net qui le dit. Hein, c'est le Nouvel Observateur. Hein. Enfin, vous me direz entre Nouvel Observateur et conspi.net sur certains points. Mais bon, Monsieur Epstein trahissait la décadence profonde des élites occidentales. Ça me fait penser d'ailleurs que Monsieur Allègre, que l'assassin multirécidiviste Monsieur Allègre va être certainement libéré, vu qu'il a demandé sa libération. Et voilà. Nous sommes des pays qui ne protégeons pas nos jeunes filles, qui ne protégeons pas nos enfants. Donc c'est une civilisation qui mérite de mourir, il faut être très clair. Parce que des gens comme M. Epstein, il est tout à fait normal que si jamais il avait été condamné, on se la soit joué médiéval avec sa face. C'est tout à fait normal. Corrompre l'innocence et avilir l'enfant, ou l'adolescente, car en effet c'était avant tout un proxénète de femmes adultes, de jeunes adultes. Néanmoins, ce sont des métiers très proches pour une raison, c'est que quand vous avez particulièrement une clientèle dont la transgression est un mode de vie, et d'ailleurs dont la transgression est l'un des seuls rapports au réel parce qu'ils sont sursaturés de pognon, de machin, etc. C'est-à-dire que ils sont tellement hors sol que, mis à part des shoots d'adrénaline qui font le même effet que pour le toxicomane, mais ils ne se sentent plus exister parce que pour eux la vie n'est ni une aventure ni un combat. Tout le monde leur fait tout. Ils sont dans une espèce de cocon qui les rend dépendants à la transgression et donc à la violence sur le plus faible, parce que c'est la transgression des transgressions. Donc il est tout à fait normal que des gens qui aiment d'abord les jeunes adultes, qui aiment ensuite les adolescentes, puissent ensuite s'attaquer à plus jeunes. Je ne dis pas qu'ils l'ont tous fait, je ne dis pas que M. Epstein l'a fait, je n'accuse personne. Je fais un constat qui est un constat d'ordre psychanalytique, il suffit de se pencher un peu sur la littérature scientifique pour le voir. Et aujourd'hui, malheureusement, certaines personnes voudraient donner à ceux qui sont des penchants destructeurs des sociétés, parce qu'à un moment, le relativisme doit trouver une limite. Ce n'est pas une condamnation morale. Quand vous détruisez psychologiquement des enfants, vous nuisez à la société, vous nuisez au futur. Vous devez être arrêté. Nous devons vous arrêter. Point. Ce n'est pas un jugement moral. Vous êtes de grands prédateurs et il est normal que l'État, qui est le prédateur des prédateurs, vous brise. Et comme de toute façon vous ne comprenez rien d'autre que la violence physique, on doit vous briser physiquement. À titre personnel, je ne l'ai jamais nié, et ça n'engage personne d'autre, ni mes équipes, ni mon camarade qui tient à la caméra ou d'autres. À titre personnel, je suis rigoriste, donc à titre personnel, si M. Epstein avait été condamné, j'aurais été trouvé tout à fait normal qu'il se balance au bout d'un gibet. Voilà. C'est... La restauration d'un ordre social est à ce prix, parce que si une société de confiance doit être intraitable avec les traîtres et intraitable avec les pires des criminels, parce que sinon le peuple, parce que ce sont les enfants du peuple dans lequel ces prédateurs sévissent, ils ne vont pas s'attaquer aux enfants de la haute bourgeoisie qui sont surprotégés, qui vivent dans des quartiers clos, qui parfois ont des chauffeurs, voire même des gardes du corps dans certains coins. Donc si vous voulez, ce ne sont pas des cibles faciles. Ils vont s'attaquer au lumpenprolétariat. Ils vont s'attaquer au prolétariat, avec l'assentiment et l'aide du lumpenprolétariat qui généralement va servir de souteneur, de récupérateur et également de recycleur. C'est comme ça que ce type de réseau se forme. Ces réseaux doivent être écrasés. Et ils doivent être écrasés physiquement, sinon nos sociétés, et ça pour le coup, un orateur de droite des années 80 qui raconte énormément de conneries, mais qui sur ce point-là avait raison, il s'appelait Roger Hollandre, on l'appelait Popeye. C'est une sorte de gigant. Ce qui va nous tuer, c'est Serge de Beketch qui le disait également, c'est la gigantesque vague de merde qui va. C'est pas l'islam qui nous tuera.
c'est notre gigantesque lâcheté collective devant une vague de merde sans équivalent. Et les hommes qui apportent cette mort avec eux doivent être brisés. M. Epstein en faisait partie, donc il s'est auto-recyclé, merci à lui. Hein, mais je pense malheureusement que beaucoup de gens ont dû faire un gigantesque ouf de soulagement de part et d'autre de l'Atlantique, parce que j'aimerais bien qu'on me dise ce qu'il venait faire à Paris. On peut dire ce qu'on veut des élites. On me dit toujours, j'ai reçu un très très gentil mot d'un racialiste blanc très sympathique qui malheureusement n'a pas signé, donc, qui avait une adresse un peu bizarre du genre Goldstein 007, enfin un truc comme ça. Donc je me suis demandé si c'était son prénom, mais il m'a dit de toute façon, Rougeron, vous êtes toujours du côté des métèques, pourquoi pas, why not? On peut dire ce qu'on veut des élites des pays en développement, mais elles veulent mieux que ça. Et leur puissance est liée au fait qu'elles veulent mieux que ça. Parce que je ne suis pas du tout un père la morale. Il est tout à fait normal que des hommes de pouvoir, parce qu'ils ont la puissance et qu'ils incarnent la puissance de leur pays, il est tout à fait normal que ces hommes garnissent leur lit s'ils ont envie de garnir leur lit, très bien. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Mais on n'avilit pas son pays en faisant ça, on n'avilit pas l'État, on n'avilit pas son peuple. M. Epstein, lui, faisait ça. Et tous les clients de M. Epstein, qui a priori sont... Hein, et contrairement à ce que j'ai cru entendre sur France Info, ne regardez pas trop du côté de M. Trump. M. Trump a les moyens de se passer de ce genre de go-between. Mais M. Clinton, dont l'amour pour... les cigares, les secrétaires et les jeunes femmes est quand même relativement documenté en doctrine, était un client beaucoup plus assidu. Voilà. Alors bon, c'est quand même dommage que cet homme se soit pendu avec les draps dans une cellule de prévention du suicide. C'est bien dommage. Nous aurions aimé que quelqu'un le fasse couiner, mais a priori il n'a entendu que le couinement du nœud coulant. Bon, pourquoi pas. En tout cas, c'est un visage bien sombre que l'élite occidentale donne au monde. Parce que le monde entier a suivi cette affaire. Et le monde entier sait à quoi s'en tenir sur M. Epstein et sur sa mort. Il suffit de lire la presse des pays en développement. Ok. Ensuite, on vous demande de nous faire part de votre analyse sur la catastrophe diplomatique du G7 qui a eu lieu à Biarritz ces derniers jours. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Premièrement, le G7, qui est une institution... Le G7 n'est pas une institution de Bretton Woods, c'est une institution post-nixonienne. C'est une institution qui est issue des accords qui a été créée après les accords de la Jamaïque, qui entérine le choix des Américains de revenir à l'étalon dollar-point et de se débarrasser de l'étalon dollar-or. Nixon n'avait pas le choix, je l'explique dans mon livre déjà il y a plusieurs années. Pour ceux qui veulent voir comment le dollar était en train de fuir l'Amérique à l'époque, il suffit de lire Nicolas Shaxton sur les paradis fiscaux, donc sur le phénomène des euro-dollars, donc des dollars financiers. Donc le G7, qui à l'époque était le club des ennemis anti-soviétiques, des ennemis premiers de l'Union soviétique et donc du camp occidental, ce qui était une sorte de pendant géopolitique de l'OTAN. Bon. Est-ce que ça devait exister? Pourquoi pas? Why not? Aujourd'hui, c'est en perte de vitesse. Il n'y a pas la Chine dedans, il n'y a pas l'Inde dedans. Bon, voilà, bon, c'est le G20 qui a pris le lead, et c'est tout à fait normal. Le G7 n'a plus aucune utilité technique, mis à part de permettre à l'Amérique de compter bon, toi la 6 chien fidèle, toi Rentemplant, toi Idéfix, et mis à part ça, pas grand chose. Par contre, à titre personnel, c'est le Cénacle onusien, dont j'aimerais quand même qu'on relaie. Alors je sais que moi en tant que gaulliste, c'est un peu bizarre de faire l'éloge du machin, mais je préfère l'ONU au G20. Il est anormal de dialoguer avec 20 pays du devenir d'une planète qui en compte près de 200. C'est anormal, c'est belligène, c'est anxiogène pour tous les pays. Ce ne sont pas des manières.
ce ne sont pas des manières. Voilà, point. Or, alors après, vous me direz, quand tous ces pays seront devenus aussi forts que les Occidentaux seront contents d'avoir des cénacles communs. Mais premièrement, les pays émergents ne sont pas dans une optique agressive. Même la Chine ne l'est pas totalement, et ne l'est même pas du tout, sur certains points. Si vous voulez, tout le monde... Vous savez, l'Occident ne règne que depuis le XVIIIe siècle. On a vécu avant. Hein. Et surtout, vous inquiétez pas, personne ne vous bridera les yeux de force. Hein. On se calme. On se calme. La Chine est déjà première puissance du monde selon les modes de calcul, première ou seconde. Mais de toute façon, l'Inde, l'Indonésie, tous ces pays-là vont monter, ne serait-ce que par la force de leur puissance économique, leur stratégie, ce qui veut dire leur volonté de vivre, leur volonté prométhéenne et nationaliste, et leur force démographique. C'est tout à fait normal. La question, c'est qu'est-ce que nous faisons ? Or, première chose, déjà, on ne fait pas de petits cénacles à la fois pour dialoguer des affaires du monde sans le monde, ce qui est quand même compliqué, et deuxièmement, pour parler des gens qui ne sont pas là. Parler de l'Amazonie quand le Brésil n'est pas là, c'est un manque sévère à la fois d'éducation, et là, M. Macron est entièrement responsable. Et surtout, M. Macron ne connaît pas la pensée brésilienne. Soyons clairs, l'Amérique latine est délivrée par des mouvements nationalistes, bolivariens pour certains, etc., par une partie des hommes qui fuient les campagnes napoléoniennes, ce qu'on appellera la Grande Armée de la Liberté, puisque beaucoup d'anciens militaires français vont aller servir ces pays, et surtout grâce aux Britanniques. Mais les Britanniques voulaient internationaliser la zone de l'Amazonie. Faut jamais oublier une chose, 60% de l'Amazonie sous souveraineté brésilienne. Bon. L'Amazonie, le Brésil, c'est 16 fois plus grand que la France, d'accord ? Et l'Amazonie, c'est près de la moitié du Brésil, d'accord ? Donc ils sont parano quand on leur parle d'Amazonie. Donc quand on les connaît, c'est notre plus grand voisin terrestre. Faut arrêter de raisonner comme si le voisin de la France était les Boches. C'est le Brésil notre premier voisin terrestre. Nous avons déjà eu 3 affrontements avec le Brésil, qui sont des affrontements sans grande... qui n'ont pas été graves, qui sont des affrontements particulièrement sur la délimitation de la frontière de Guyane dans les années 1900. Nous avons eu un conflit nous avons un conflit également dans les années 60. Et nous avons eu cet épisode malheureux où nous ne pouvons que nous excuser vis-à-vis du peuple brésilien du manque d'éducation du président Macron, et qui, je pense, a trouvé également un sévère manque de sens diplomatique parallèle chez M. Bolsonaro. Nous n'aurions jamais dû faire de commentaires sur l'élection de Bolsonaro, c'est tout à fait vrai. Le fait d'aller chez le coiffeur au lieu de recevoir M. Le Drian était aussi extrêmement bas de gamme. Il faut être très clair là-dessus. Ce n'est pas comme ça que 2 vieux pays amis se parlent. Mais nous n'aurions jamais dû parler du sujet amazonien sans la présence du Brésil. Nous n'aurions jamais dû accuser, vu que je rappelle que la forêt amazonienne brûle tous les ans, que l'Afrique brûle encore bien plus, parce que l'Afrique, ce sont des terres sèches, et c'est de la culture sur brûlis. C'est-à-dire, c'est très simple. D'ailleurs, moi, quand j'étais gamin, il y avait encore des paysans qui le faisaient un peu, nous, dans l'Ouest, de brûler pour pouvoir utiliser la cendre des végétaux. Alors que l'Amazonie, c'est une forêt humide, donc c'est pas les arbres qui brûlent, c'est la végétation qui est autour. Les arbres ne brûlent que si on les coupe. Hein, c'est pas de la terre sèche, l'Amazonie, hein, c'est du climat tropical, alors que il y a en ce moment beaucoup plus d'incendies dans un pays comme l'Angola qu'il n'y en a au Brésil. Nous n'aurions jamais dû mettre nos fantasmes d'écolos occidentaux, incarnés par une gamine sous-débile, élevée dans une Corée du Nord progressiste en Europe du Nord, sur le dos du peuple brésilien. Premièrement, l'Occident n'a pas à écraser par la dette écologique des pays qui se sont développés après lui, et aux dépens desquels, souvent, l'Occident s'est lui-même développé.
Point. Point 2, nous ne pouvons pas... c'est par exemple, je vais donner un exemple. On dit l'Amazonie, poumon du monde. D'un point de vue technique, c'est faux. Les poumons du monde, c'est les océans. L'Amazonie, c'est une des grandes forêts. Mais, un, ce n'est pas la seule. Deux, elle est sous la souveraineté du Brésil. En tout cas, la partie qui est sur le territoire brésilien appartient au peuple brésilien et à l'État brésilien. Et l'ingérence écolo-colonialiste n'a pas d'avenir. Parce que l'ingérence colonialiste, vous la faites quand vous avez la maîtrise militaire, quand vous êtes en avance. Nous ne sommes pas l'Occident n'est pas en avance sur le Brésil. Le Brésil est un pays industrialisé, c'est un pays qui n'a rien à donner, qui n'a rien à envier à personne. Et M. Macron a utilisé ça pour mettre en suspens le fameux accord UE-Mercosur, qui est une condamnation à mort pour nos agriculteurs, que M. Macron devrait refuser, mais pour ça, c'est pas le Brésil qu'il faut attaquer, c'est les Boches. Parce que c'est les Boches qui l'ont voulu, avec toujours le même accord, qui est « nous détruisons l'agriculture des pays latins du moment que vous achetez des bagnoles allemandes ». Ça, c'est pas les pays latino-américains qui détruisent. C'est Tata Angela. Donc à un moment, il faut quand même arrêter. Comment parler à un grand voisin de ces questions-là ? Tout simplement déjà en donnant l'exemple. Je rappelle que M. Macron était pour ce projet ignoble qui détruit une partie de la biodiversité, parce que le vrai problème, c'est pas l'oxygène ou le carbone. Le vrai problème de la forêt amazonienne, c'est la biodiversité. Il y a, un peu comme à Madagascar ou comme à Bornéo, il y a une masse de biodiversité inconnue dans le monde là-bas. Si ça disparaît, c'est toute la biodiversité mondiale qui est en jeu. Mais nous devons donner l'exemple en Guyane, à la fois en traitant nos frères d'outre-mer de meilleure manière que ce que nous faisons, excusez-moi, et deuxièmement, en renonçant au projet de la Montagne d'Or et à d'autres saloperies du même type. Parce que je ne vois pas en quoi le mercure de la Montagne d'Or soit plus bandant que les incendies que faciliterait l'écolo-scepticisme de M. Bolsonaro, et qui néanmoins n'atteignent pas les masses brûlées qui brûlaient sous le sympathique M. Lula. Après, que Bolsonaro ne soit peut-être pas le vrai président du Brésil, que Lula ait été abattu politiquement, tout ceci est peut-être vrai, mais tout ceci regarde le peuple brésilien. Tout ceci ne nous regarde pas. Et il faut arrêter cette campagne progressiste absolument ignoble, débile, et rester à un système westphalien qui dit qu'on reconnaît des États, pas des gouvernements. C'est ce prix, une diplomatie civilisée, et c'est encore ce que M. Macron doit apprendre. Ensuite, M. Bolsonaro a ironisé, oui, sur le caractère simiesque de Chita. Bon, très bien. Je rappelle que ce serait déplacé si Mme Macron n'avait pas un rôle officiel. Il se serait attaqué à Yvonne de Gaulle, tout le monde aurait hurlé. Parce que tante Yvonne nous a jamais coûté un copec. Elle nous coûte, alors que là, la régente nous coûte 1,5 million d'euros rien qu'en émoluments, plus un cabinet entier, plusieurs chauffeurs, et plus le mobilier de la République et les voitures de fonction. Ça fait beaucoup pour quelqu'un qui n'a aucune attribution légitime officielle. Donc elle a voulu faire de la politique c'est dur, elle vient de l'apprendre. Tant pis. Donc, et elle a arrêté d'aller me chercher Paulo Coelho. Moi je lisais Paulo Coelho quand j'avais 9 ans. Donc il y a bien mieux dans l'amitié franco-brésilienne. Merde. Donc la seule chose, c'est que nous devons refaire les meilleurs rapports possibles avec notre grand voisin. Pour cela, nous devons donner l'exemple, être intraitables sur les incursions brésiliennes en Guyane, mais en échange, de laisser le peuple brésilien faire ce qu'il veut. Par contre, si nous voulons faire un geste écologique, eh bien peut-être qu'il ne faudrait plus acheter de soja industriel, qui est fait pour le bétail, là-bas, et qui, entre autres, fait l'empiètement des terres agricoles sur les terres tropicales. Et avoir, si vous voulez, selon les conseils des bons époux bourguignons, qui sont des gens sympathiques, une véritable agriculture pour les siècles à venir. Mais ça,
Ce n'est pas au peuple brésilien, c'est à nous de réfléchir pour nous et par nous. Et non d'aller emmerder pour nos lacunes les autres. C'est comme ça qu'on a de bons rapports avec un pays que nous aimons, un pays qui, je pense, nous aime quand même, quoi qu'on en pense. Bolsonaro comme Macron passeront, mais l'amitié franco-brésilienne, elle doit rester. Voilà. Ok. Ensuite, on vous demande de faire un point sur la situation actuelle à Hong Kong. Hong Kong, c'est très simple. La criminalité en col blanc. La criminalité en col blanc parce qu'en réalité, la Chine est malade de ses élites, mais ça, c'est toute son histoire. Et une partie de cette criminalité en col blanc utilise Hong Kong comme base arrière, à cause du statut légal particulier hérité de l'ancienne présence britannique. Il est tout à fait normal que la Chine veuille que Hong Kong soit un territoire parmi d'autres de la République populaire de Chine. C'est tout à fait normal. Il est tout à fait normal que les Hongkongais, eux, ne veuillent pas nécessairement que des lois disons, pour rentrer dans le rang, servent avant tout à faire des purges politiques. Mais il faut faire confiance à la sagesse du peuple chinois et de ses dirigeants. Ce n'est pas une affaire occidentale. Que l'ambassade américaine soutienne ce mouvement est une ingérence grave et qui sera sanctionnée, parce que nos amis chinois ne laissent rien passer, ils ont bien raison, nous devrions nous en inspirer. Et je le dis sincèrement, la police chinoise n'a réussi à éborgner qu'un seul œil depuis le début de la crise, donc il est grand temps que les forces de sécurité intérieure de la République populaire de Chine viennent faire un stage auprès de la police française qui leur apprendra comment couper des mains, crever des yeux et noyer des gens les soirs de fête de la musique. Bas les pattes d'Hong Kong. Il faut répondre à la Chine quand elle fait des ingérences. Oui. Mais mis à part ça, Hong Kong ne vous regarde pas. On vous demande également de faire un point et de nous faire part de votre analyse sur l'évolution de la Suède en particulier et plus généralement des social-démocraties nordiques. Parce que c'est un camarade qui à mon avis doit être d'origine et qui me dit comment on est passé de Padmé qui a été liquidé par les Américains, maintenant on le sait, à ça. Tout simplement parce que ces pays ont vécu l'européisme tiède. C'est-à-dire que la social-démocratie les a mis à feu doux, le progressisme idiot, je mets la Norvège à part. Parce que, pourquoi la Norvège s'en sort mieux ? Il n'y a qu'une seule raison. Alors on peut me dire, on peut me faire le méta-historique, d'accord, ces trois types de vikings différents, qui avaient d'ailleurs leurs dieux différents, parce que y en a qui préféraient Thor, les autres qui préféraient Odin, et les autres qui préféraient les dieux terriens, donc les vikings les dieux paysans. Sans aller jusque-là, il y a un fait tout bête. La Norvège n'est pas dans l'Union Européenne. Donc elle a gardé le mental national. Un homme comme Eric Reinhardt pourrait pas exister en Suède ou en Finlande. C'est des pays finis, malheureusement. Et c'est comment la social-démocratie, qui est l'équivalent germanique de ce qui a été connu par exemple en Italie par la démocratie chrétienne, c'est-à-dire comment ces pays-là sont devenus, ces régimes-là sont devenus l'incarnation du pire et de la décadence occidentale, par un mélange de renoncement à soi, de droits de l'homme, de faux progressisme, d'émancipation grégaire, c'est-à-dire c'est des pays qui fondamentalement ont voulu sortir de la politique et sortir de l'histoire et qui y sont arrivés. Objectivement, qu'est-ce qui pourrait sauver ces pays-là ? Un, qui est une vraie menace russe, parce que ces pays-là surjouent la menace russe alors qu'elle n'existe pas. Mais deux, qu'est-ce qui aurait sauvé ces pays-là, qui pour moi sont condamnés, en tout cas ces deux pays-là sont condamnés, pas la Norvège, parce que la Norvège elle est encore dans le fait national. Mais pour moi, pourquoi ces deux pays-là vont qu'est-ce qui les aurait sauvés que la guerre froide dure 20 ans de plus ? Voilà. Et malheureusement, non, c'est tout simplement parce que quand votre objectif c'est d'incarner la tiédeur, c'est-à-dire de penser qu'une société n'a pas de conflit,
n'a pas ni conflit, ni grandes inspirations. On a tous un petit prométhéisme, même un petit. C'est le grand philosophe Pierre Magnard qui me disait, on a tous un génie, même un petit génie. Il y en a qui n'ont pas de génie. C'est les hommes les pires. Ils n'ont rien. Ben, chaque pays a un petit génie. La seule chose, c'est que ces pays-là ont cru trouver la quiétude, une sorte d'ataraxie politique qui en réalité est une sorte de paix de cimetière. C'est-à-dire plus personne ne bouge. Résultat, dans ces sociétés mornes, qui n'ont pas... Alors, attention, je ne fais pas un éloge du conflit, je dis que le conflit est nécessaire, doit être digéré, doit parfois être sublimé, sans tomber dans le lutisme de classe, c'est-à-dire ce que le Peggy appelait le lutisme de classe, c'est-à-dire le conflit pour le conflit, qui ne sert à rien. Voilà. Moi, c'est ce que c'est comme ça que j'expliquerai cette décadence achevée, parce que les Norvégiens la connaissent pas. Or, ce sont des pays voisins, de même extraction, de culture proche. Tout simplement parce que quand vous renoncez à être, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas. Faut savoir une chose, la mort attaque la vie n'attaque pas la mort. La décadence, le déclin, la dégénérescence sont des tentations politiques, collectives et individuelles, qui vous attaquent, qui vous frappent. La vie mène un combat qu'elle n'a jamais perdu, disait le général de Gaulle. Alors le problème, c'est que si vous faites le choix de la mort, ne vous inquiétez pas, elle vient. De toute façon, même quand vous la choisissez pas, elle finit par venir. Donc, mais alors si vous la choisissez, pourquoi pas? Or, le problème, c'est que c'est des pays... La seule chose que d'ailleurs les droitards adoraient ça, c'était leur homogénéité raciale. Maintenant, c'est terminé. C'est-à-dire qu'ils ont repris tous les regatons que l'Allemagne ne voulait plus. Et là, maintenant, comme les ONG sorosites leur ont dit, la femme finlandaise ou suédoise est très accueillante, vous imaginez pour l'Érythréen qui a faim, il a pu mésinterpréter les paroles. Mais là, bon, c'est d'ailleurs de ces pays-là où on a les exemples les pires, par exemple, travaux d'intérêt généraux pour viol. Bon, ok, d'accord. Bon. C'est QFD, le dernier qui part éteint la lumière. Et enfin, un dernier point sur les relations entre l'Inde et le Pakistan. Là, ça se tend un petit peu, là. Tout simplement parce que le statut particulier du Cachemire vient d'être liquidé par les autorités indiennes, ce qui fait qu'une partie d'ailleurs des musulmans du Cachemire vont perdre leur statut de citoyen hindou. Alors ensuite, l'Occident dit oui, mais ils vont les discriminer. Premièrement, ça ne vous regarde pas. Et surtout, sincèrement, là on est face... Et là, ça nous permet de donner un cours sur c'est quoi la géopolitique du futur. Nous sommes face à deux pays nucléarisés, un qui est en face d'un national-populisme, qui est celui du chef populiste hindou, j'écorche toujours le nom de 11 pauvres hommes, je crois que c'est Modi tout simplement. Quant au Pakistan, c'est pas un État, c'est une armée. C'est plus un État. C'est une armée qui tient une arme atomique, du trafic de drogue et qui lutte contre le terrorisme. Enfin, qui lutte contre une part de l'islam radical qui embrasse sa population. Si ces deux pays se sautent à la gueule, on va quand même éviter. Résultat, tout le monde la Chine joue le Pakistan contre l'Inde. C'est là où ça va être intéressant. Il faut absolument pas s'en mêler, je vais vous dire pourquoi. Voilà l'échiquier. Les États-Unis jouent l'Inde contre la Chine joue le Pakistan contre l'Inde. J'ai pas fini. Les Iraniens se rapprochent des hindous pendant que les Saoudiens se rapprochent des Pakistanais parce qu'ils les rincent, parce que comme c'est plus un État, eh bien il faut payer les fins de mois. Mais en même temps, le Pakistan essaye de prendre un peu de latitude vis-à-vis de Mohammed Ben Salman en se rapprochant de l'Iran, et l'Inde essaye de garder de bons rapports avec l'Arabie Saoudite, vu qu'il y a une diaspora qui lui renvoie beaucoup d'argent par mois, ce qui n'est rien par rapport à la diaspora pakistanaise, qui elle est vraiment dans le Golfe une des seules vraies ressources du pays. Pendant ce temps-là, vous avez les Russes qui font leur grand partenariat stratégique, technologique surtout avec l'Inde, et qui en même temps essayent de faire en sorte que le Pakistan ne se casse pas la gueule, tout ce petit monde essayant de calmer la situation en Afghan, où on en est
et là, bravo Perspective Libre qu'il écrivait dès 2012 qu'il fallait un accord avec les talibans, parce que maintenant, une branche, les talibans ils se sont ethno-nationalisés, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus, ils ont quitté la sphère du mouvement sectaire pour devenir un mouvement nationaliste pachtoun, qui veut mettre dehors les forces étrangères, et de l'autre côté, vous avez donc le fameux les hommes de l'État islamique arrivant en Afghanistan, qui eux veulent être la tendance radicale. Vous voyez, l'échiquier d'un seul coup devient un peu plus complexe. Et bien la géopolitique du futur, c'est ça. Terminer les droits de l'homme, terminer toutes ces conneries, maintenant, il va falloir respecter tout le monde. L'Occident n'a plus, si vous voulez, l'argument moral, on l'a quand on n'a plus aucune supériorité. Là maintenant, il va falloir traiter tout le monde d'égal à égal, et il va falloir sortir ce qu'on appelait dans le temps le grand jeu. Vous voyez, d'un seul coup, on partait d'un truc confessionnel, bateau, pakistano-hindou, vous avez vu le panorama d'un coup? Et encore, hein, on peut le complexifier encore. Donc, tout le monde se calme. Je sais que le parti nationaliste hindou toujours redit le muscle en disant vous allez voir les Meuse, ce qu'on va leur faire, les autres en face sont pas mieux. À un moment, il faut arrêter de présumer la dinguerie chez ces peuples. Ce sont de grands peuples. Ils ont une histoire. Ils ne seraient pas arrivés jusque-là si c'était qu'un ramassis de cinglés et d'hommes qui s'acoquinent dans la pénombre avec des chèvres. Ce n'est pas tout à fait ça. Il faut laisser leur sagesse. Ça ne vous regarde pas. Vous n'avez aucun moyen de l'empêcher. Ce n'est pas chez vous. Il n'y aura pas d'hiver atomique là-dessus. Tout le monde se calme. Et n'hurlez pas l'islamophobie je vous rappelle que l'Inde est l'un des trois plus grands pays musulmans au monde. Voilà. Très bien. Ensuite, on va passer aux questions de doctrine. En commençant par CJE ou CEDH, laquelle est la pire? La CEDH a toujours servi, il suffit de lire d'ailleurs les manuels que la CEDH publie elle-même, a servi de troupe éclaireuse à la CJUE. Donc en réalité, c'est un bloc qui porte un nom, qu'on appelle le dialogue des juges, qui existe dans d'autres juridictions, mais qui là est particulièrement infect, vu que c'est deux juridictions qui s'entendent contre la souveraineté des États. Donc en réalité, c'est comme si vous me disiez, c'est quoi le pire, le sida ou la maladie opportuniste qui va vous tuer à partir du sida? Je vous dirais, les deux, mon capitaine. Très bien. Ensuite, quelle politique pour les forêts françaises? Alors déjà, heureusement, là pour le coup, le consortium chinois qui voulait acheter une partie de nos forêts a fait faillite, heureusement. Mais déjà, de protéger les bois précieux, point 1. Deuxièmement, de ne jamais renoncer au caractère domanial des forêts, c'est-à-dire les forêts appartiennent à tous par l'instruchement de l'État, point 2. Point 3, ça veut dire aussi une politique d'investissement en ce sens. Point 4, ça va vous paraître dingue, mais moi j'ai toujours été partisan d'un réensauvagement d'une partie du territoire, c'est-à-dire que il y a une partie du territoire national qui pourrait être rendue à la nature sans trop de dommages. Évidemment, je ne vous parle pas de... Mais je pense que ça ne pourrait que faire du bien, point 1. Point 2, ça aiderait beaucoup plus l'aménagement du territoire que ce qu'on croit. Et point 3, je pense, et c'est là un de mes points, et attention, ce n'est pas une ingérence intellectuelle vis-à-vis du peuple brésilien, c'est l'une de mes différences avec des gens comme Bolsonaro, tout comme avec une secte parmi les nationaux libéraux qui, parce qu'ils ne supportent pas, ce que je peux tout à fait comprendre, une gamine retardée et manipulée qui arrive de ces pays qui sont devenus de vastes Disneyland en acier ouvert, qui sont à mi-chemin de Bisounours et d'Arkham, qui sont les pays scandinaves, je peux tout à fait comprendre que ça énerve. Néanmoins, un homme qui nuit à l'environnement de son pays n'affiche pas sa souveraineté, il la nie. Parce que aimer sa terre, ça a un sens très physique, d'abord. Et plus la nature est généreuse, plus elle est protégée, plus le pays est fort. Donc ce n'est pas parce que vous foutez la nature en l'air que vous prouvez que c'est à vous. La seule chose que vous prouvez, c'est que vous êtes des cons. Voilà.
parce que vous voulez combattre la secte des Khmers verts, etc. Donc fondamentalement, vous êtes des réactionnaires dans le pire des sens du terme, c'est-à-dire que pour que vous pensiez quelque chose, il faut que vous pensiez par rapport à autrui. Ce qui veut dire au passage que vous êtes que des corps morts, parce que c'est les corps morts qui réagissent. Hein, c'est les corps morts qui réagissent. Hein, vous foutez un coup de jus dans un macabé, voilà. S'il bouge, c'est les verts. Hein, donc faut être très clair là-dessus. Donc je pense qu'il y a une demande d'écologie chez les Français. Là, il y a par exemple, qui va s'afficher juste à côté, un résultat d'enquête très intéressant sur les sujets importants, les sujets primordiaux et les sujets peu importants, où on apprend que là où l'écologie et l'éducation et la sécurité sont des sujets prioritaires pour les Français, là où l'Union européenne ne l'est pas. Elle ne l'est que pour 16% des Français. Donc, il faut tirer parti de la prise de conscience de notre peuple, parce qu'à partir de l'écologie, vous pouvez faire des circuits courts, vous pouvez faire du réaménagement du territoire, vous pouvez faire de la transition énergétique et stratégique. Philippe Murer prépare un très bon livre là-dessus. Vous ouvrez toutes les portes d'une nouvelle politique, et pour autant, vous n'êtes pas un dreadlocker crasseux en Sarwell. Voilà. La seule chose, si vous voulez, c'est que quand on vous parle pas d'écologie, vous en êtes encore à la terre ne ment pas. Moi, je préfère la terre et les morts. Moi, je préfère les chroniques de la Grande Guerre à Montoire. Bon, c'est une histoire personnelle. Mais vous en êtes à la terre qui ment pas. Mais dès qu'on vous sert de l'écologie, tout de suite, vous en êtes à casser le bobo sarwelliste. Je vous demande pas de prendre la collapso au sérieux. Je dis juste que le seul moyen d'éviter les scénarios de la collapso, c'est de leur donner un minimum de sérieux, parce qu'ils sont pas faits par des guignols, pour pouvoir c'est en prenant le danger pour soi qu'on l'évite. C'est la vertu de prudence. Et surtout, vous pouvez appliquer vos idées à partir de là, parce qu'à partir de l'écologie, vous pouvez faire de l'écologie humaine. Par contre, si votre but, c'est de saloper votre environnement pour prouver que vous êtes bien de droite et que vous êtes bien con, eh bien, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est que vous allez saloper votre environnement, mais n'en voulez pas aux gauchistes de vouloir saloper votre société. Vous n'êtes que des miroirs inversés. Et pour finir, comment réconcilier les femmes avec le camp national ? Alors déjà, c'est en train de se faire. Il suffit de voir un mouvement comme les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes sont un mouvement essentiellement féminin, une mère célibataire. La seule chose, c'est que souvent, quand on me pose cette question, c'est comment je vais pouvoir faire sortir ma copine des beaux quartiers et qu'elle soit pas horrifiée, parce que le problème est réglé dans les classes populaires. Tant qu'on n'est pas dans l'extrémisme, les femmes peuvent aller vers un parti populiste. Les partis extrémistes les effraient généralement, ça c'est de la sociologie électorale, tout simplement parce qu'elles reculent devant la violence politique, tout simplement. Mais tant que vous n'êtes pas dans ce registre-là, ça reste audible. Le seul souci, c'est comment faire comprendre aux filles des beaux quartiers, malheureusement, alors si ce sont des jeunes filles cultivées, je pense, tout simplement par les arts et la littérature, parce que pas arriver à comprendre, après Victor Hugo, Gilles Debray prépare un ouvrage magnifique là-dessus qui va sortir là dans une quinzaine de jours, pas arriver à comprendre que la France existe après Victor Hugo, là je peux rien pour vous, mais deuxièmement, malheureusement, la violence du réel va s'en charger, quoi. Parce que le problème, c'est pas une barrière de la féminité, c'est une barrière de classe. Donc, quant aux femmes normales, ne vous inquiétez pas, elles comprennent ça tout à fait. Au contraire, il y a un aspect très maternel dans l'angoisse identitaire, particulièrement. La seule chose, c'est de donner, dans le combat national, leur juste place aux femmes, c'est-à-dire de les mettre en avant par rapport à leurs compétences et non de faire ce qu'a été l'horreur de la parité, c'est-à-dire de faire représenter les femmes par des femmes bourgeoises et incultes qui n'en avaient rien à foutre de leurs conditions. Le cas typique à droite, Tom Michel Léomari, par exemple, qui n'aurait pas été une femme, n'aurait rien été du tout. Alors que vous avez des femmes, vous avez, dans le domaine de l'intellect, vous avez des Françoise Bonnardel, vous avez des Anne-Marie Le Pourrier, vous avez le génie féminin ne manque pas, et c'est lui qui doit être mis en avant.
Vous avez des femmes extrêmement courageuses. Vous avez Barbara Lefebvre qui a écrit qui écrit sur la France, qui se bat pour la laïcité, etc. Vous avez des tas de femmes comme ça, et aussi des tas de femmes d'ailleurs issues de l'immigration ou d'autres qui se battent pour ça. Et c'est pas parce qu'elles sont femmes qu'elles doivent être mises en avant. C'est parce qu'elles ont à dire. Il n'y a que comme ça qu'on sortira du chiapaïsme abruti. Hein, c'est-à-dire, aujourd'hui, c'est de la politique de dire plus de chansons homophobes dans les stades. Ouais, d'accord, ok. Donc, il y a deux manières de faire de la politique avec le féminin. Soit on se rend compte que le génie féminin peut nous aider à sauver le pays, soit on essaie juste de copier la vaginocratie des autres, et en réalité, c'est l'équivalent, disons, bien rémunéré du sois belle et tais-toi. Et là, c'est plus sois belle et tais-toi, vu que généralement, ça vous prend des Marlène Schiappa, donc on n'est pas quand même dans l'Adonis, mais c'est du sois là et tais-toi, sois une femme et tais-toi. Ce qui est une insulte à la féminité, fondamentalement. Parce qu'il y a tellement plus que ça dans une femme. Et donc pour conclure, vous souhaitiez rendre hommage au journaliste Pierre Péan qui nous a quittés récemment. Ça a été vraiment la mauvaise nouvelle de l'été. Mais à vous pourrir. Pierre Péan était le plus grand des journalistes français de cette génération. C'était un très grand maître. C'était un homme qui avait été en géostratégie, en affaires africaines. Ce n'était pas un journaliste d'investigation, comme on a pris ce vocable idiot depuis le Watergate, que la gauche est tellement contente d'avoir dématé pour 13 minutes d'entretien le seul président des États-Unis intelligent qu'ils aient eu depuis la guerre, qui était Nixon, là où 20 000 mails effacés d'Hillary Clinton n'ont pas fait sourciller qui que ce soit. Non, c'était un journaliste qui n'était pas un flic, c'était pas Edoui Plenel, c'était pas cet amical de la lettre de dénonciation. C'était un baroudeur, c'était un homme de terrain, c'était un homme qui a été pour ses affaires complexes de secret d'État l'équivalent de ce qu'un Philippe Cohen, qui était un homme extraordinaire, a été en analyse politique, ou ce que mon ami Richard Labévière est en géostratégie. Donc ce sont des hommes d'exception. Aujourd'hui il ne reste plus que Richard, et malheureusement, à quelques exceptions près, je pense à Romaric Godin, je pense à quelques autres, je pense aux camarades de Putsch qui font du vrai boulot. Il avait pu être un peu injuste peut-être avec Focard, peut-être que sa passion tardive pour la Révolution française était peut-être pas absolument nécessaire, mais sur le banquier Genoux, et donc le vrai visage de l'extrême droite d'après-guerre, sur le Rwanda, sur le Kosovo, sur le Moyen-Orient, sur l'Afrique des Grands Lacs, enfin si vous voulez, Carnage par exemple est un livre, si vous voulez savoir ce qu'a été le grand journalisme, lisez au moins Carnage, pour savoir ce que cet homme qui disait lui-même ne pas pouvoir retenir son souffle devant la Marseillaise, qui a été français jusqu'au bout des ongles, qui a été un serviteur de la France jusqu'au bout des ongles, et qui l'a servi par l'arme des plus grands combattants, qui est l'arme de la vérité. Il est plus, et Edoui Plenel est encore en vie, je sais pas ce qui est le plus triste. Mais la tradition de ces hommes comme les Labévière, les Péan ou les Philippe Cohen ne peut pas, parce que l'esprit humain le commande, ne peut pas s'arrêter et ne devra pas s'arrêter. Et heureusement il reste des grands cadets là où Pierre Péan était un grand aîné. Il reste par exemple le camarade Mbeko ou les autres qui vont arpenter ces terres africaines, et d'autres qui travailleront sur les secrets d'État, car il faut défendre son pays toujours et son gouvernement quand il le mérite. Eh bien, merci Pierre-Yves Rougeron. Merci à vous. Et nous à nous bientôt. retrouvons très bientôt.